Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast numéro 13. Donc ce chiffre porte malheur, mais on va faire un bon podcast quand même. En compagnie de Morgane, comme d'habitude. Toujours là. Donc au menu du jour, une petite routine et deux questions assez pertinentes. Donc ça sera un podcast relativement court normalement. Et comme d'habitude, on va essayer de vous apporter des bonnes informations et du bon contenu. Donc, commençons directement dans le vif du sujet par la première routine. Donc, ça sera peut-être une routine un peu moins précise que d'habitude. On nous a pas envoyé une routine hyper structurée dans les critères qu'on le souhaite, mais il y a quand même des choses à dire et donc on peut retrouver beaucoup de pratiquants dans ce genre de cas. Donc, pour mettre un peu le contexte, donc la personne pratique du street depuis pas mal de temps et il a un excellent niveau en front lever. J'ai déjà vu ses vidéos sur Insta. Il pratique la planche pas mal, donc il a presque débloqué une straddle. Donc je crois qu'il la tient 2-3 secondes, hein, parfois légèrement pike. Je crois que il a un peu presque mon niveau en straddle, moi je vois un peu mieux, je pense, pour vous situer. Bon, et donc il touche la straddle, il a des bonnes progressions, des bonnes bases. Je crois qu'il a la tuck planche presse, donc il a un assez bon niveau en statique. Et niveau poids taille, il doit être assez normal à mon avis. Enfin, je crois qu'il est un peu plus light. Donc on n'a pas trop de précision là-dessus. Mais voilà, c'est le genre de pratiquant avancé qui n'a pas une routine super structurée. Il a sa séance type. Donc souvent quand on s'entraîne et qu'on n'a pas un programme par écrit, qu'on prend peut-être pas note de ses entraînements, on s'entraîne souvent au hasard, du style on se dit aujourd'hui je vais faire 3 séries de ça, 3 séries de ça et 3 séries de ça. Et je pense qu'il est un peu dans ce cas-là en fonction des sensations du jour. Mais il doit à mon avis se comporter un peu trop dans ce genre de routine et faire au final peut-être toujours la même chose toute l'année. Ce qui marche peut-être bien au début jusqu'à son niveau. Et du coup là, ben, il est rentré un peu en contact avec moi parce que il commence un peu à stagner là-dessus et se pose quelques questions. Donc on va déjà essayer de l'aider à travers cette question. Et si il veut aller plus loin, qu'il prenne le coaching comme je lui ai proposé. Donc on va commencer. Donc la routine, c'est un peu la séance type qui fait, je pense qu'il s'entraîne 3 ou 4 fois semaine et à mon avis il doit la faire à peu près le même ordre tout le temps. Donc il commence par 3 séries de un handstand ou straddle, donc en excentrique. Donc tu fais l'équilibre, hop, tu gardes les jambes, tu descends, tu essaies de contrôler et de la bloquer. Je pense qu'il la bloque pas non plus, mais à mon avis il doit bien contrôler l'excentrique vu son niveau. Et c'est un excellent exercice. Ensuite il fait 5 séries de 3 secondes de la même chose avec le straddle élastique. Donc je suppose que les 3 secondes c'est quand il arrive en bas. Donc là ça lui permet d'avoir une position statique. Ensuite, il fait 4 fois 5 à 10 secondes de ligne avec le pied au mur. Donc, ça imite un peu une planche avec les pieds en hauteur. Donc, c'est une progression assez intéressante. Ça dépend un peu le contexte. Ensuite, il va refaire la même chose, mais avec les pieds au sol. 8 à 12 secondes. Avant c'était 4 séries de 5 à 10 secondes. Ensuite, il fait 5 séries de 5 en Zanetti Press avec 14 kilos. J'avais oublié de mettre de la charge, 14 kilos. Donc le Zanetti Press, je crois que c'est une genre de maltise où tu descends un peu plus bas, hein, il me semble. Ouais, c'est le plus souvent on est allongé sur le dos sur un banc et on réalise des sortes d'élévation frontale. Euh, donc où est-ce qu'on mimique un petit peu une position de back lever, ou est-ce qu'on va ensuite jusqu'à une position de planche. Ah ouais, C'est un ouais, donc, exercice de flexion d'épaule, bras tendus, donc main en supination, allongé sur le dos sur un banc. ouais, donc les haltères descendent vraiment très bas aussi. Donc ouais, t'as une amplitude assez élevée. Et ensuite, il fait une sorte un petit set and reps en traction pompe dips. Donc 0-10-0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je Ça crois veut qu'il dire qu'il commence, il fait ouais, une pyramide. une répétition, deux répétitions, De, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et il revient ouais. pyramide descendante à la suite. Ouais, ça c'est la petite routine. C'est vrai que ouais, à l'époque, je faisais sûrement des balais ainsi, quoi. Je bossais un peu le front, un peu la planche, après boum, tu fais un petit certaines reps. C'est vrai que ça permet une bonne. C'est chouette à faire comme séance, mais du coup, si tu fais tout le temps la même chose. Bon, allez, on va critiquer un petit peu tout ça. Donc, même Morgane, je te laisse ton avis là-dessus et
on débordera, bien sûr. Bon, déjà, on n'a pas beaucoup de contexte sur sa fréquence d'entraînement, sur ses temps de repos, sur l'intensité relative, donc est-ce qu'il va aller à chaque série, tout ça, combien de fois par semaine il s'entraîne. Donc c'est dur de donner une opinion sur le volume total, parce que même si là, il y a un petit peu de volume quand même, beaucoup de flexion d'épaule, enfin d'exercices stressants, les muscles fléchisseurs de l'épaule. Si c'est que 2 à 3 fois par semaine, c'est peut-être OK, mais s'il s'entraîne 4-5 fois par semaine sur la même chose, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Donc déjà, on manque de contexte pour dire tout ça. C'est une routine qui est assez spécifique par rapport à ce qu'il veut. Donc il choisit des exercices qui le dirigent vraiment vers la planche, des exercices qui ressemblent à ce à quoi il veut devenir meilleur. Donc ça straddle, on a des excentriques où il descend en straddle, on a des straddles tenus à l'élastique, on a des planches lean, donc des très bons exercices. Même les élévations frontales façon Zanetti Press, c'est intéressant. Donc déjà, il est dans la bonne direction au niveau de son choix d'exercice. Sa routine est assez spécifique et c'est le premier bon point pour la création d'un programme de force. Ouais, c'est pas pour rien qu'il a le niveau actuel aussi, donc ça lui a permis d'arriver quasiment à une straddle. Pour moi, elle était presque valide, il manque pas grand-chose. Parce qu'apparemment, ça fait longtemps qu'il suit cette routine et il a fait des bons gains dessus jusqu'à maintenant. Et là, il progresse un petit peu moins vite ces derniers temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc déjà, premier bon point, c'est assez spécifique. Il fait des exercices qui l'emmènent euh, vers son objectif. Ensuite, niveau des fourchettes de répétition, c'est assez adapté au gain de force. Sur des fourchettes de répétition assez basses, il y a une répétition d'excentrique. Il y a des 3 secondes sur son hold straddle élastique. Bon, 3 secondes, c'est quand même assez court. C'est quoi? Euh, mais ensuite, il a un peu plus de volume avec du 4x5-10 et avec du 4x8-10, pardon, 4x8-12 sur ses variantes de planchine. Donc ça, c'est un peu pour compléter certainement les holds plus courts qu'il a au début et qui sont 5x3 secondes straddle élastique. Euh, Quelque chose que je changerais personnellement, ce serait le format sur le Zanetti Press. Il est en 5x5. Ouais. 5x5 pour un exercice main en Ah, bon. supination, bras tendus, surtout si il est fait avec les bras qui descendent vachement derrière le corps, donc comme s'il était en position de back lever. Ce serait un peu plus dangereux que s'il descendait uniquement jusqu'à la position de maltaise. Je pense qu'il descend peut-être uniquement en position de maltaise, mais tout de même, ça a pas mal de pression sur le biceps du fait de la position surétirée du biceps, parce que l'épaule passe légèrement en extension quand le coude descend derrière le corps, parce que le bras est tendu aussi, et que les mains sont en supination. Donc les mains en supination, c'est pas quelque chose qui étire davantage le biceps, mais c'est quelque chose qui mécaniquement met plus de stress au niveau de la direction de la force sur le biceps. Et là, il est en 5x5, donc ça correspond à des charges assez lourdes. Quelque chose que je changerais par rapport à son Zanity Press, c'est que je le mettrais dans une fourchette de répétition de plutôt 8-15 plutôt que du 5 répétitions. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire d'être en 5 répétitions sur le Zanity Press pour faire, disons, des gains de force bruts, parce que c'est pas quelque chose qui va se transférer super bien sur sa planche, c'est plus un exercice accessoire, un peu pour l'hypertrophie, un petit peu, on pourrait dire entre guillemets, pour le conditionnement des coudes, etc. Donc plutôt que de faire du 5-5, du 5x5, j'aurais plutôt mis du 3x8-15. En plus, pas besoin de faire 5 séries, il a déjà pas mal de volume euh, sur ses mouvements de planche sur le reste de la séance. Ensuite, il finit sa séance avec il a écrit 0-10-0 traction pompe dips. Donc, on suppose que c'est un format de pyramide. C'est OK, c'est fun. Ça lui rajoute du volume, un petit peu de travail d'hypertrophie, euh, du travail de fond. Mais là, ça laisse supposer qu'il ne progresse pas dessus de semaine en semaine. Donc, il répète la même chose à chaque fois. Donc, sur le long terme, c'est pas productif. Parce que ça n'inclut pas une notion de surcharge progressive. À moins qu'il se laisse au fur et à mesure, mais j'en doute. Donc, il faudrait qu'il fasse quelque chose qui inclut une notion de surcharge progressive. Donc, qu'il fasse de plus en plus de répétitions ou un petit peu avec un ajout de lest de séance en séance. Et une autre chose, je trouve, c'est que le format pyramidal du 0-10-0 n'est pas très productif, ni pour l'hypertrophie, ni pour les gains de force, parce que en fait, ça devient challengeant uniquement quand vous arrivez à 10 et que vous faites la pyramide descendante.
Mais quand vous êtes dans la partie montante de la pyramide, donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10, bah, c'est des séries qui sont sous-maximales, donc qui ne sont pas très productives pour l'hypertrophie, parce qu'on est assez loin de l'échec. Et en fait, c'est uniquement des séries qui vont apporter de la fatigue pour rendre productive le reste des séries. Et c'est pas une bonne idée de faire uniquement des séries pour créer de la fatigue. C'est pas ce qu'on veut, on veut des séries stimulantes et qui apportent pas tellement de fatigue. Donc plutôt que de faire un 0-10-0, ce serait plus intéressant, je pense, de faire un format classique de 2 à 4 séries de 10 à 20 répétitions peut-être sur ces exercices d'hypertrophie. Voire même une Et à pyramide peu ascendante. près tout ce que j'ai à dire pour l'instant qui me vient en tête sur la routine. Tu veux réagir sur autre chose, Alexandre? Bah, je vais rebondir juste sur la pyramide là. Les pyramides ascendantes sont souvent moins productives. C'est plus intéressant de faire des descendantes. Juste l'ascendant pour l'échauffement plutôt. Style, tu fais traction, t'actives la scapula, puis quand tu fais du lesté, plutôt redescendre vers le bas que vers le haut. Parce que tu fais de la fatigue et du coup, tu vas avoir moins d'intensité de travail, donc potentiellement moins de gains en masse musculaire, en force et en qualité. Donc, mais après, tes séries seront effectives, comme tu l'as dit. Mais voilà, c'est juste ça pour rebondir sur la pyramide. Après, si sur la routine, tu voulais rajouter un truc ou moi je peux encore rajouter deux, trois trucs. Non, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai dit Ok. tout ce qui me venait en tête. Ok. Bah, moi je me dis que si tu fais ça 3 fois semaine, c'est un peu comme si tu faisais du maxi 3 fois semaine. Donc c'est un peu pas productif. Donc 3 séries de 1 instant to straddle, c'est ton niveau max. Donc là tu balances direct une série, c'est un peu essayer d'envoyer chaque fois la patate. Et du coup c'est comme si tu essayais ton RM à chaque séance. Puis de nouveau 5 séries de 3 secondes, c'est aussi comme faire, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo là, avec la méthode pour progresser. Souvent dans l'étape de calisthénie, on voit un peu qu'une seconde de statique, enfin 2 secondes de statique équivalent à une rep. Donc faire 5 séries de 3, c'est comme si tu faisais une rep et demie, on va dire, ou une rep. Et donc c'est vraiment du maxi. Plus le truc technique du handstand à straddle. C'est un super exercice, c'est hyper spécifique, c'est un exercice qu'on doit faire si on veut la planche. Mais on peut pas le faire tout le temps. Il faut quand même le faire à une fréquence assez élevée vu que c'est assez technique, mais peut-être le faire en sous maximal. Donc peut-être mettre un élastique plus... Ou alors juste pas faire le haul, par exemple le travailler juste en excentrique. Peut-être choisir... ça serait une bonne routine. En aigu, c'est une bonne routine. Moi, je la ferais peut-être un jour semaine et faire peut-être une ondulatoire où tu fais de la force et l'autre jour, tu fais autre chose. Ou alors tu la fais pendant une certaine durée. Par exemple, là, on va dire que c'est ton cycle, dans ta périodisation, tu arrives sur un cycle purement de force et là, tu fais que ce genre de routine. Peut-être changer parfois le format. Et, ou alors, si tu fais ça, si t'aimes bien faire ce genre d'entraînement la plupart de l'année, tu peux utiliser une périodisation plutôt ondulatoire et faire un jour très intense avec ce genre d'exercice. Et de nouveau, c'est vrai que j'aime bien le fait de scinder en deux le handstand libre et puis le handstand straddle, enfin le handstand élastique. Ça permet d'avoir un travail où tu vas tenter un peu. Parce qu'il y a rien à faire quand, dans le monde des skills, il y a comme une part où il faut essayer de le faire ton skill pour du vrai, quoi. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis le fait de faire quoi 3 séries, ça te permet de garder quand même un peu de jus. Et après, de le faire avec élastique, ça permet de faire de la qualité par après. Moi, j'essaierais plutôt de faire de l'excentrique plutôt que du statique sur celui-là. Donc, essayer juste, tu fais 5 séries de peut-être 5 secondes d'excentrique. Hop, et c'est pas mal du tout. Ensuite, pour les lean, moi, j'en ferai qu'une variante, pas deux. Donc, pied contre le mur, je suis pas fan. C'est souvent un peu aléatoire. Tu vas te dire comment est-ce que tu vas progresser. C'est un peu plus dur à mesurer la progression. Donc, moi, je ferais plutôt lean au sol. Et là, si c'est plus, c'est une progression qui marche super bien en planche lean, c'est de mettre une latte à une certaine centimètre, à une certaine distance du mur. Pas de placer ses mains et avancer les épaules pour placer sa tête à une certaine distance du mur. Donc, si vous mesurez entre la main, par exemple, vous prenez un repère, soit le pouce ou l'index, qui se situe à, par exemple, 50 centimètres du mur. Et là, vous essayez de frôler votre tête avec le mur et de semaine en semaine, essayer d'augmenter cette distance
car le lean est un facteur hyper intéressant en planche. Souvent, on surestime la protraction, le fait de pousser dans les omoplates, mais le facteur qui est super intéressant et qui va faire progresser la plupart des gens, c'est le lean. Donc, plus on a un gros delto, plus on peut leaner, plus on peut plancher. Ouais, comme Morgan l'a dit, pour les Anetti Press, donc pour maintenant passer aux Anetti Press, le 5x5 est beaucoup trop assez intense. Donc là, tu fais de la force quasiment toute la séance, quoi. Parce que même les limites du 5 et 10 secondes, ça s'équivaudrait à du 2 et du 5 reps. Et du 4 à 12 secondes, ça équivaudrait aussi à du 4 et 6 reps. Max plus 5x5, ça fait beaucoup de volume, beaucoup de force aussi. Donc peut-être répartir ça et peut-être faire de l'assistance plutôt que à la place d'une série de lignes, peut-être privilégier les lignes justement pour un autre jour où tu feras plus du volume et taper des exercices plus pertinents. Pas besoin de faire des pompes et des dips dans la même séance. Peut-être juste faire des pseudo-planches push-ups par exemple ou ou des, euh, ou des pompes lestées, des dips si t'aimes bien, développer, incliner aux haltères, un exercice plus d'assistance qui va plus stimuler l'hypertrophie avec un avec un nombre de répétitions plus stable. Euh, Puis de nouveau, tu n'as que de la traction pour le pulling, donc je suppose que tu bosses ton front lever un autre jour quand même. Donc c'est intéressant de bosser aussi le front lever. Après, si tu as vraiment envie de maximiser tes gains en planche et que tu es assez avancé, il faudra peut-être parfois mettre un peu le front lever de côté. Donc parfois, il faut privilégier, avec les années d'expérience, plus on est avancé, plus... Au début, on recommande quand même de progresser absolument sur ton front et sur ta planche pour garder un équilibre entre groupes musculaires, mais passer à un certain stade, c'est impossible. Donc, il faut parfois privilégier un mouvement. Donc, tu dis, je vais privilégier la planche et donc peut-être faire un volume de 2 tiers, un tiers pour la planche, voire même 3 quarts et un quart en faveur de la planche. Donc, par exemple, tu privilégies 3 séances sur 4 sur la planche et une séance sur 4 sur le front, ou alors faire 3 séries de planche et une série de front lever pour avoir un ratio qui va plus stimuler les adaptations en front lever et peut-être en planche, je voulais dire, et maintenir ton niveau actuel en front lever. Donc ça, c'est plus quand on est assez avancé. Et donc, ouais, voilà, niveau. Dans la semaine, donc, faire ça 3 fois, 4 fois semaine, c'est beaucoup trop intense. Peut-être le faire une fois avec une séance plus light et une séance technique. Là, ça pourrait être intéressant. Peut-être juste bosser un jour handstand tuck, un jour handstand to straddle là où c'est ta séance force, et un jour où tu vas plus bosser peut-être même des tuck planches push-ups avec plus de reps, des planches lean, vraiment pour privilégier les reps, ou même encore des handstand straddle mais avec élastique, vraiment. Essayer de splitter un petit peu tout ce volume qui est condensé en plusieurs et varier certains paramètres d'entraînement. Après, Lucas qui fait ça depuis 1 an, moi je te proposerais, ben, comme je t'ai dit, je t'ai parlé un peu de faire un petit cycle où tu fais vraiment du volume. Si tu stagnes un peu sur ce genre de routine depuis trop longtemps, ça serait bien peut-être de varier, de baquer carrément tous tes handstand to straddle, les straddle. Là, tu peux les mettre de côté, faire peut-être juste des lean, des tuck planches, trouver une progression que tu maîtrises très très bien, l'améliorer petit à petit, augmenter vraiment le volume dessus, bosser en même temps sur de la masse, essayer vraiment de faire de l'unité motrice, vraiment essayer de prendre du delto tout simplement, essayer d'augmenter ton lean et puis petit à petit transférer ça sur et vraiment prendre ton temps, mettre un peu ça en stand-by et puis revenir sur la straddle, ça serait hyper bénéfique pour toi et bien réaugmenter tes basics, même si tu es quelqu'un qui a déjà assez une belle structure, une belle force aussi. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur cette routine. Ah oui, je voulais rajouter aussi, enfin, j'avais oublié le dire dans la séance, parce que mes yeux, ça ressemblait à une séance uniquement bras tendus, mais c'est pas sûr qu'il fasse une séance bras fléchis dans sa semaine. Et Ouais. ouais, tu as dit, il faudrait un autre jour, ou alors supprimer un peu de volume dans cette séance pour en rajouter. Du volume bras fléchis comme des pseudo-planches push-up, comme des handstand push-up, des pompes lestées, et chercher à progresser ça sur le long terme. Parce que si vous ne progressez pas sur le long terme sur vos basics de pousser comme handstand push-up, pseudo-planche push-up, ne vous attendez pas à progresser sur votre planche sur le long terme, parce qu'une fois que vous avez déjà maximisé vos adaptations neuromusculaires, donc une fois que vous avez déjà maximisé votre technique sur la planche, que vous avez déjà optimisé votre chaîne moteur, et ben, ce qui va vous faire progresser, ça va être de gagner la masse musculaire. Ce sera vraiment corrélé, surtout sur des exercices statiques,
votre force par rapport à votre masse musculaire. Alors, lorsque l'on compare la masse musculaire des quadriceps à la force isométrique que l'on peut développer sur une certaine période de temps, c'est corrélé à 90 à 95%. Donc, c'est pour dire qu'en fait, sur les exercices statiques qui sont peu techniques ou sur les exercices statiques sur lesquels vous avez déjà maximisé votre schéma moteur, votre masse musculaire est très importante et justifie beaucoup de votre niveau de force actuel. Donc, je pense que là, dans le cas de Lucas, ça fait longtemps qu'il planche. Il a déjà une bonne technique de planche, il connaît très bien le mouvement. Ce qui va le rendre plus fort, comme Alexandre l'a dit, c'est d'avoir plus de masse musculaire. Et chaque once de gain de masse musculaire va avoir un impact sur sa force isométrique en planche. Donc il faut qu'il cherche à progresser sur ses pseudo-planches push-up, sur ses handstand push-up. Et lorsque ces handstand push-up, ces pseudo-planches push-up, ces bons plestés vont se mettre à progresser, ça va être très prometteur. Ça va avoir un bon transfert vers ses gains en statique, donc sur sa planche. Ouais, toi, t'as hyper bien formulé ça, donc vraiment progresser sur les basics pour progresser sur le long terme et parfois progresser sur le statique plutôt pour le court terme, même si on sait faire les deux. Mais vraiment, les basics, c'est indispensable. Et puis, ouais, j'aime bien, comme tu as dit aussi, gagner une once de masse musculaire, parce que parfois on s'attend à prendre des tonnes de masse musculaire, mais c'est souvent que c'est mal fait, si vous faites un bulking trop important. Parfois, ça se verra même pas que vous avez pris de la masse musculaire, mais c'est surtout en fait vos performances sur basics. Donc, par exemple, si tu passes de 5 fois 10 à 40 kilos en pompe lestée, à 5 fois 10 à 60 avec la même technique d'exécution, d'office que tu auras pris des pectoraux, des épaules, ou alors si tu passes de 5 séries 3 handstand push-ups à 5 séries de 8, bah, d'office que tu auras pris énormément de delto et que ça, là, même si tu fais ça sans bosser la planche, je suis sûr que tu reviens sur la planche. Et avec une semaine, faudra peut-être laisser un petit temps d'adaptation, peut-être 3-4 semaines, et puis de nouveau, tu vas vite retrouver la technique et tu vas, avec des nouvelles unités motrices, tu vas pouvoir générer beaucoup plus de force. On va passer à la suite. Je te pose la première question. Ouais. Donc, quels sont l'ordre des figures à travailler en priorité? Quel est l'ordre, Quel pardon, est? on avait reformulé. Donc, quel est l'ordre des figures à travailler en priorité dans les premières années de pratique, avec ou sans objectif de force, type street lifting à côté? C'est une question d'un autre Lucas aussi, de nouveau. Vive les Lucas. Il y en a Ils sont partout. partout. Ok. Ouais, c'est une question que les gens se posent souvent, et puis il y a un petit peu deux écoles. Il y a des gens qui se disent que avant de travailler un skill donné, il faut absolument être passé par certaines étapes et avoir validé d'autres skills pour une certaine durée au préalable. Et il y a l'autre école qui dit que bah, il faut travailler directement le skill auquel tu veux devenir le meilleur. Je pense que la vérité est un petit peu au milieu et je vais expliquer pourquoi. Disons que vous voulez travailler, à votre planche. Il va y avoir à l'école ceux qui vont dire qu'il faut déjà avoir un back lever de, disons, 10 secondes avant de travailler la planche, parce que c'est un mouvement aussi donc d'antépulsion d'épaule, donc de flexion d'épaule, également un mouvement bras tendu, souvent en supination, donc qui va un petit peu mimiquer le même stress au niveau du coude et dans une certaine mesure au niveau des deltoïdes également. Ça fait sens dans un sens parce que la planche, ça peut être assez dangereux pour les biceps, pour les coudes en général, si on s'y prend bien trop tôt. Donc de ce point de vue-là, oui. Mais d'un autre point de vue, non, parce que vous n'allez pas vous blesser au biceps en fait en faisant une toute planche. Et quand vous allez commencer la planche, surtout si vous êtes débutant, vous n'allez pas être une straddle planche directement, ou à moins que vous la tentiez, hein, mais si vous entraînez intelligemment, vous n'allez pas directement mettre des straddle planches. Et le simple fait de commencer par des tuck planches, des advanced tuck, des planches fines, etc., ça fera l'affaire au niveau du conditionnement articulaire de vos coudes. Donc ça, c'est un argument pour le travail directement du skill en question auquel vous devez être meilleur. Donc ça, c'est un exemple pour le back lever et la planche.
Cependant, il y a du mérite dans la réflexion de l'autre école qui dit qu'il faut d'abord travailler certains skills avant d'attaquer les skills plus compliqués. Je pense particulièrement à la croix de fer. La croix de fer, donc l'Iron Cross, c'est pas des blagues. La croix de fer, ça va vous déglinguer les épaules et les coudes en fait. Si vous commencez à en faire alors que vous n'avez pas une certaine base de force dans certains basiques, si vous n'avez pas certains skills, vous allez rapidement, très rapidement vous blesser en faisant de l'Iron Cross. C'est certainement le skill qui est le plus dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient l'avoir. Il y a beaucoup de personnes qui se blessent. Et il y a des personnes un peu plus sages qui veulent l'avoir, mais qui ne travaillent pas parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de chances de se blesser. Donc, si vous voulez avoir une croix de fer et que vous êtes débutant, revenez dans 3 ans, en fait. Revenez dans 3 ans quand vous aurez des bonnes capacités de force. Ici, oui, je pense au back lever, je pense à la planche, parce que ça va être un petit peu pareil au niveau du stress sur les coudes, quoique ce ne soit pas 100% similaire au niveau de la direction de la force. Mais ce sera déjà une bonne étape. Et puis chercher aussi à avoir une très bonne force de dépression scapulaire, donc d'abaissement des omoplates, parce que c'est une action musculaire qu'il faut réaliser lors d'une croix de fer, parce qu'il va y avoir un certain conflit au niveau de l'épaule si vous tombez trop en élévation. Donc si lorsque vous faites votre Iron Cross, vos épaules montent trop, ça va être très mauvais pour la santé de vos épaules. Et ça peut être intéressant d'être déjà bon aussi également potentiellement en front lever pour avoir une bonne rétraction, un bon abaissement. Pareil, apparemment, il semblerait que la one-arm pull-up ou la one-arm chin-up ait un transfert correct vers l'Iron Cross. Bon, je ne peux pas en témoigner directement parce que je n'ai pas de one-arm pull-up et que je n'ai pas travaillé l'Iron Cross, mais ça ferait sens du point de vue de la force d'abaissement des scapulas pour réaliser les Iron Cross d'une façon totalement safe. Alors, mon avis, puisque là j'ai un petit peu uniquement développé les deux côtés de l'équation, disons, mon avis c'est que pour la majorité des skills, vous n'avez pas besoin de travailler d'autres skills pour y arriver directement. C'est quelque chose que je pensais un petit peu par le passé. Je pensais qu'il fallait avoir un excellent back lever avant de commencer à faire la planche. Je pensais qu'il fallait même un bon muscle up avant de faire des one-arm pull-up, des one-arm chin-up. En réalité, vous n'allez pas avoir votre skill en un mois. Vous aurez tout le temps de développer vos qualités physiques pour travailler un skill donné en sécurité. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une tuck planche de 60 secondes pour faire des advanced tuck planches et des frog planches. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 tractions lestées à 10 kg pour commencer à faire du front lever. Toutes ces choses-là, quoi. Donc, dans la majorité des cas, avec un petit peu l'exception de la croix de fer, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer par certaines étapes avant de travailler le skill que vous désirez. Ouais, moi je voulais revenir un peu là-dessus, tu as bien dit ça. Souvent, là je vais me donner un petit exemple concret. Donc, il y a dans le calisthenics, il y a un peu un site comme ça qui est connu, c'est Gymnastic Bodies. Et donc, ils ont vraiment un ordre allez, de progression hyper défini. Donc, par exemple, tu vas avoir un front lever. Tu dois d'abord réussir à faire peut-être un hollow body hold pendant 5 séries de 60 secondes. Tant que tu fais pas ça, tu peux rien faire. Une fois que tu as ton hollow body hold, tu peux commencer à bosser le dragon flag. Et c'est toujours des chiffres aberrants. Je crois que c'était aussi avoir je sais pas si c'était des répétitions ou alors c'est 5 séries aussi de 60 secondes en Dragon Flag. Une fois que tu avais ça, tu pouvais seulement faire 5 séries de 60 secondes en tuck front lever. Si tu avais tes 5 séries de 60 secondes en tuck, tu pouvais faire, là je crois que c'était quand même cool, tu pouvais faire 30 secondes en truc. Et tu devais savoir aussi faire, je crois qu'il y avait quand même des autres exercices d'assistance comme des skins de 4. Même chose pour la planche, il fallait faire 5 fois 60 secondes de planche pour pouvoir passer à la suite. Et donc, ouais, c'est un peu aberrant. Mais il y a quand même du bon parce que tu deviens tellement pro-efficient sur ton mouvement que il y a d'office, tu accumules quand même des bases qui vont te servir plus tard. Mais si tu restes coincé sur ta progression pendant hyper longtemps, de un, c'est hyper chiant et tu ne vois pas avancer. Et il y a quand même moyen d'avoir une progression plus rapide et plus amusante aussi. Donc, et puis au niveau de l'ordre des figures, moi, il y a quand même un peu un certain ordre aussi à respecter, quoi. Donc,
comme Morgan l'a dit, si on n'a pas une certaine base bras tendu, on va pas foncer sur la croix de fer, par exemple. De même chose, si on n'a pas certaine base, on va pas non plus se balancer. Donc, lors des figures, on peut aussi penser au muscle-up, par exemple. Donc, il faut quand même avoir certains basiques avant de se lancer sur un muscle-up. Ça, on en a déjà parlé dans le podcast sur comment avoir son muscle-up. Ben, c'est souvent des figures que tout le monde veut au début. Donc, les gens savent directement qu'il y a certaines figures qui sont accessibles. Souvent, les gens aussi veulent directement avoir le drapeau. Ils voient le muscle-up. Et Le alors que handstand un peu. le handstand, ouais. Ouais, le handstand, c'est encore un truc à part, hein. Ça, c'est tout l'apprentissage neuro plutôt que, ouais, après, il y a un peu de force aussi, mais de conditionnement. Tandis que il y a des mouvements purement, si tu deviens fort, tu les as, tu vois. Le drapeau, même le muscle-up, finalement, plus tu deviens, t'as plus intérêt à bosser, même pas forcément ces figures, et bosser tes basiques que te concentrer directement là-dessus. Donc on voit des gens qui bossent directement dès le début de muscle up, ouais, parce que c'est cool et ils n'ont pas la structure pour bosser ça. Et pour avoir la structure pour bosser ça, il y a moyen de privilégier des exercices bras pliés beaucoup plus intéressants et même peut-être des exercices bras tendus qui vont augmenter ta force plus spécifique sur certains mouvements. Donc, moi, je pense que il y a quand même des mouvements qui sont, même pour avoir un back lever, si vous bossez directement sur votre front lever et sur votre planche, ben, vous allez avoir un transfert qui va se faire par la flexion d'épaule, par toute cette dépression qu'on travaille justement, cette rétraction, cette protraction. Donc c'est pour ça que ces deux mouvements-là, rien que le front lever et la planche, sont déjà hyper efficaces au niveau de l'omoplate, même au niveau du bras tendu, même si donc c'est pour ça qu'on dit souvent que avoir un front et une planche, c'est un bon prérequis pour l'iron cross. Et donc, mais après, je pense que l'Iron Cross, finalement, des témoignages que j'ai entendus, est pas si, est peut-être au niveau en durée de temps, sur une moyenne de population, je pense qu'il est moins difficile à acquérir qu'une straddle planche. Après, qu'un front lever, je crois que c'est un peu la même chose, mais je pense que c'est plus accessible à la majorité des gens, une Iron Cross. Le problème, c'est que c'est hyper spécifique et qu'on se blesse plus facilement quand on a moins de conditionnement. Donc, dans tous les cas, la spécificité. Donc, vous voulez un mouvement, ben, il faut le bosser, mais il y a moyen de se fixer d'autres objectifs intermédiaires, ou même autres, pour développer sa base de force. Euh, Après, moi, j'aimerais bien peut-être faire une petite théorie des figures par difficulté quand même. On peut quand même se le dire que, style, au début, ben voilà, peut-être que un muscle-up, un back lever, une équerre, un German hang, allez, ça, c'est peut-être les figures plus faciles, plus accessibles à tout le monde. Ensuite, je mettrais peut-être drapeau. Puis, je mettrais peut-être front lever et croix de fer sur le même pied, on va dire. Et la planche après. Et puis, on peut encore complexifier. Maltese, Planche presse. planche presse, ouais. Puis, si vous voulez une bonne table, vous allez sur le site de Overcoming Gravity. Il y a une charte. Je pense qu'elle elle est gratuite. Et là, il marquait un petit peu tous les niveaux. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu le code. Je crois qu'il s'est pas mal inspiré du code de gymnastique, du code de la gymnastique. Et donc là, ça permet un peu de situer son niveau. Après, il y a certains trucs par exemple, je crois qu'il a mis le back lever qui vaut au front lever. Donc ça, je suis pas d'accord. Il a également mis que la 90 degrés push-up, c'est plus dur qu'une straddle planche ou qu'une planche presse. Donc ça, c'est un peu exagéré aussi. Enfin, ça dépend de la facilité de la personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de mal. Et ouais, de nouveau, parfois on retrouve ça, c'est toujours la théorie. On essaie toujours de généraliser ça par rapport à une population donnée. Mais vous allez tomber sur des mecs qui tapent un front lever du premier coup et qui n'arrivent pas à faire un back lever, quoi. Et même en s'entraînant pendant un an, ils n'arrivent pas à faire un back. C'est quand même c'est surprenant. Mais c'est rare. Souvent, c'est l'inverse, hein. Dans le 99% des cas, ce sera l'inverse qui va se passer. Même chose pour la planche. Parfois, on voit des gens qui ont des planches, mais ils n'ont aucun front lever, ils n'ont pas de force de tirage. Alors que si vous avez progressé en général, en durée de temps,
Ça, on peut parler aussi un peu de l'acquisition en durée de temps. Mais ça, c'est pas du tout une très bonne question, parce qu'au final, il faut plutôt viser sa progression sur le long terme. Mais en durée de temps, en moyenne, on peut compter 1 an pour un front lever, pour une croix de fer. Moi, je dirais même 3 ans pour une planche. En général, c'est ce qu'on peut voir. Enfin, si tu compares vraiment une moyenne de population, en prenant des mecs qui sont pas forcément doués, un back lever, limite, avec une bonne base de force, en 1 mois, c'est fait, quoi. Un drapeau aussi, peut-être un peu plus, 6 mois pour un drapeau. Puis, ouais, il y a tout le processus qu'il y a à côté aussi, hein. Donc, mais comme on va revenir, comme on l'a dit dans la question d'avant, essayez de progresser sur vos basiques, quoi. Vraiment sur votre tirage horizontal, vertical, sur votre poussée verticale, front et horizontale. Et ça va vous donner vraiment la bonne base. Et puis, mettez du spécifique sur ce que vous voulez bosser, quoi. Vous voulez être fort en L-sit, bah, faites du L-sit. En back lever, il faudra quand même en faire un petit peu. Mais voilà, pour le back lever, je pense que vous avez plus intérêt à bosser sur votre planche et votre front lever. Dans tous les cas, si vous bossez sur ces deux exercices-là, vous allez avoir pas mal de transferts sur les autres figures. Donc voilà, c'est un peu. Et Ouais. avec ou sans objectif de force à côté. Donc, Ah oui, puisque la question, bon, c'était quel est l'ordre des figures à travailler en priorité dans les premières années de pratique, avec ou sans objectif de force, type street lifting à côté. C'est un peu flou. Comment tu le comprends, ça, Alexandre? moi, je pense que bah, dans le cas de Lucas, enfin, type street lifting ou powerlifting, donc je crois il a envie de. Je crois que tu peux prendre l'approche où tu vas essayer de progresser que sur tes statiques et tu t'en fous complètement d'avoir des tractions lestées ou des dips lestés à une certaine charge ou même des basics. Tu vois, tu veux vraiment que faire du statique, même si peut-être dans le programme qu'ils auront, ils vont en faire, mais ils auront pas d'objectif à ce niveau-là. Tandis que dans une deuxième approche, tu pourrais avoir le mec qui veut faire ça, mais qui veut être très complet aussi, et qui veut peut-être taper 10 tractions à 40 kilos aussi en même temps, quoi. Donc, Ok. et peut-être même qui fait du powerlifting ou qui fait les jambes aussi. Donc l'approche sera un peu différente, quoi. Enfin, dans tous les cas, enfin, on le répète souvent, hein, faut pas négliger les basiques, c'est être bon sur vos pompes lestées, sur vos tractions lestées, sur votre rowing, sur votre développé militaire ou vos pike push-up, etc. Ça va grandement vous aider sur vos statiques et c'est ce qu'il faut travailler quand vous tapez un plateau en statique. C'est même avant d'arriver à un plateau en statique, travailler toujours vos mouvements de base et progresser dessus sur la durée. C'est ce qui va vous assurer une progression euh, avec moins de plateaux. Ok, moi, je voulais peut-être en revenir. Voilà, si on a l'objectif, nous, on préconise certains basiques qui sont plus transférables sur certains mouvements. Donc, admettons, ben, dans ma vidéo, j'avais parlé de 4 exercices à privilégier. Donc, c'était plus des tractions mixtes qui ont beaucoup plus de transfert sur la traction une main. Donc, on éviterait pas mal les tractions lestées. Enfin, pour essayer, on privilégierait plutôt les tractions mixtes. On privilégierait plutôt des pike push-ups des handstand push-ups plutôt que des military press. On privilégierait plutôt des pseudo-planches push-ups plutôt que des pompes lestées ou que des dips pour la planche. Et on privilégierait plutôt pour le front lever plutôt du tirage horizontal plutôt que des tirages avec barre. Et on minimiserait quasiment le travail des jambes pour pouvoir être à focus à 100% sur le skill. Donc là, il y aura une approche vraiment beaucoup plus focus. Après, si on a une approche plutôt holistique et qu'on aime bien et qu- et qu'on veut quand même faire des compétitions en streetlifting ou qu'on veut avoir des chiffres aussi intéressants, il y a clairement moyen de faire les deux parce que même avoir augmenté ses tractions lestées aura peut-être moins de transfert par rapport à des tractions mixtes pour des tractions une main, mais sera bénéfique aussi pour ça et sera aussi bénéfique pour le front lever. Et de même pour les dips, même si c'est pas l'exercice à privilégier, si vous avez des objectifs sur les dips, il y a clairement moyen de le faire, quoi. Et donc, par exemple, ben,
il y a un split où vous faites bras tendu, bras pliés un jour, ben, ça te permet de faire à la fois du statique et le lendemain ben, du basique. Si vous voulez pas vous prendre la tête, ben, vous savez que vous allez progresser sur votre statique et sur vos skills, vos figures le jour 1 et sur vos objectifs de force le jour 2. Et après, si vous avez des objectifs jambes, ça, il y a clairement moyen de le faire à part parce qu'il y a toujours de quoi taper ça dans la semaine. C'est parfois pas intéressant de s'entraîner 7 jours semaine sur les statiques ou sur la figure. Et il y a toujours un petit jour ou deux pour les jambes. Donc ça, en principe, ça n'impacte pas tellement votre faculté de récupération, mais peut-être un peu votre masse à ce niveau-là. Donc la progression sera un peu plus lente si vous avez des objectifs jambes, mais c'est pas pour autant que ça sera impossible à faire. Donc voilà, enfin vraiment voir si vous voulez absolument avoir un record du monde ou être ou maximiser absolument, si toute votre vie dépend d'avoir une planche, ben, essayez de faire les choix logiques pour aller dans cette direction-là. Mais de nouveau, les objectifs de force, si on comprend ça plutôt comme des objectifs de base, ben, sont indispensables à l'acquisition de ces figures. Voilà. Donc, On passe à la question suivante. yes. Ok, notre deuxième question. Il me semble qu'elle vient également de Lucas qui a posé la première question. Ouais. Ou alors ça C'est quoi? Ou alors c'est un troisième Lucas. non, ça allait. Bref, c'est un Lucas en tout cas. Non, non, Il c'est lui, nous demande. c'est encore lui, c'est encore lui. Ok, c'est le même Lucas. Je me suis fait prank. Il nous demande, pour quelqu'un ayant des objectifs de force en streetlifting et en powerlifting, est-il plus intéressant de se concentrer sur l'un puis sur l'autre ou d'essayer de combiner les deux pratiques à la fois? Bah, tout d'abord, bah, il y a clairement moyen de progresser sur deux lifts du powerlifting et sur au moins un lift du streetlifting en parallèle. Donc, bah, je prends l'exemple des tractions. Ça, il y a clairement la place pour ça. Et ensuite, il faudra peut-être faire le choix entre des dips ou du développé couché pour le troisième lift. Et sinon, bah, vous avez carrément le champ libre pour les jambes, donc pour les squats et le deadlift. Bien que peut-être que les tractions vont impacter un peu votre deadlift, votre soulevé de terre, donc il faudra être vigilant à ce niveau-là. Mais dans un premier temps, si vous voulez vraiment progresser sur les deux, essayez plutôt de devenir une brute sur votre squat, une brute sur votre action, ça c'est sûr. Ensuite, privilégier soit du bench ou du dips. Ça, c'est là que le débat se fait. Et puis, ce sera surtout aussi au niveau de l'accessoire. Donc, souvent, on sait que c'est pas intéressant de focus sur la military press qui aura un très très bon transfert à la fois sur le bench et sur le dips. Mais le problème de faire les trois en même temps, c'est que ça va être assez taxant. Donc, souvent, ça sera plutôt intéressant d'utiliser soit le bench en accessoire pour le dips, ou soit le dips en accessoire pour le bench. Après, il y a beaucoup de. Je pense qu'il y a pas mal de. Il y a quelques chiffres. En général, si on prend une moyenne de gens aussi, on peut s'apercevoir qu'il y a une très bonne corrélation entre le bench et le dips au niveau des chiffres. Je sais pas c'est quoi exactement cette corrélation-là, mais il y avait un truc du style si vous benchez 120 kilos, vous dipsez d'office, je crois que c'est, je sais pas, c'est peut-être, je dis un chiffre comme ça, 70% de la charge, pour autant que vous ayez les adaptations nerveuses qui soient faites. Donc, ben, pour moi, ben, se focus absolument sur un pourra être bénéfique sur l'autre. Juste que si vous faites que du powerlifting et que vous faites jamais de traction, vous n'allez pas être bon en traction. Souvent, vous regardez les powerlifters, ils ne sont pas spécifiques, ils sont parfois très, très mauvais en traction parce qu'ils ont un body weight assez élevé. Ceux qui restent dans des catégories de poids plus faibles sont très forts en traction parfois, enfin, très forts. Ils ont des chiffres décents en traction en général. Mais si vous voulez être bon en streetlifting, il faudra quand même en privilégier et ça va pas vous trop impacter. Et à l'inverse, même parfois les tractions auront aussi un transfert en streetlifting. Si vous faites que du streetlifting, bah, vous n'allez pas être bon en bench, enfin, surtout au début. Et, euh, et vous n'avez pas de deadlift dedans, donc vous allez peut-être être moins bon en deadlift.
Après, les transferts, les tractions ont également un très bon transfert sur le squat, sur le, sur le squat, sur le bench, sur le soulevé de terre, excusez-moi. Donc, ouais, en général, ceux qui viennent du calisthenics ont facilement un bon soulevé de terre de base. Après, souvent, on s'aperçoit qu'il y a très vite une faiblesse au niveau du bas du dos, et de la mobilité parfois. Mais sinon, au niveau du dos, souvent, on s'aperçoit que ceux qui sont très forts en traction ont très vite un très bon soulevé de terre. De part aussi le fait qu'il y a souvent ceux qui sont bons en traction ont des grands bras et ont une bonne génétique aussi pour ça. Et puis une bonne masse musculaire au niveau du dos. Et donc, pour moi, vous aurez plus intérêt à essayer aussi pour être bon en soulevé de terre. Si vous êtes très très fort en traction, vous avez déjà le dos pour et que vous avez plus intérêt à augmenter vraiment votre squat. Votre squat sera vraiment un facteur de progression, surtout sur le long terme, sur votre soulevé de terre. Après, sur le court terme, au début de votre programme, clairement, faites, privilégiez tout. Si vous êtes débutant en power ou en street lifting, il y a clairement moyen de privilégier tous les lifts, hein. Donc, comme je vous ai dit, vous faites dans votre séance, privilégiez peut-être du bench et puis ensuite utilisez plutôt le dips en accessoire. Privilégiez, vous avez clairement la place pour caler les tractions et du squat aussi dans votre semaine, quoi. Donc, il y a clairement moyen de faire les deux combinés dans un premier temps. Ensuite, peut-être un peu cycler. Et ben voilà, vraiment, pour moi, on sait faire les deux en même temps. Se focus parfois sera très intéressant. Là, je vais laisser la parole à Morgan, parce qu'il a eu le cas avec notre ami Gwendal qui est venu sur le podcast récemment, il y a quelques temps, qui s'est mis aussi au power, qui avait une très bonne base de street lifting. Donc, dans son cas, Morgan a adapté un programme et je vais le laisser vous en dire plus. Alors, j'ai coaché Gwendal pendant 2 mois, sur le mois de décembre et sur le mois de janvier, sachant qu'il a eu une compétition, là, il y a exactement une semaine, donc c'était le 1er février. Donc, on a eu 2 mois pour préparer une compétition de powerlifting, donc soulevé de terre, squat, développé couché. Gwendal il avait assez peu d'expérience sur le soulevé de terre, euh, un petit peu sur le bench, donc sur le développé couché. Et par contre, son squat, ça faisait bien 6 mois que il se concentrait bien dessus et son squat était dans une bonne progression. Donc, au niveau de ses chiffres, il avait un squat à 185, un bench à 130 ou 135, je crois, Ouais, je crois qu'il a commencé le bench, il avait déjà 130, quoi. et un dead à 190 ou 200. Et au niveau de sa traction, bon, ces derniers temps, il n'était pas très bon en traction, mais son meilleur en traction, c'était 60 ou 70. Et son meilleur Ouais. en dips, il a atteint son meilleur niveau assez récemment, c'était un single à 120 kg. Du coup, là, l'objectif en 2 mois, c'était vraiment de se concentrer sur le powerlifting, parce que bah, la compétition arrivait début février, et que sa prochaine compétition, c'est du street lifting. Normalement, ce sera les All Bars Games en juillet, donc une compétition en France. Donc sur le court terme, en 8 semaines, on s'est bien plus concentré sur le powerlifting que sur le street lifting. Par exemple, il n'y avait pas de muscle-up, il y avait des dips et des tractions uniquement 2 fois par semaine, et le volume était nettement réduit. Donc, mon avis sur la question, peut-on progresser en même temps en street lifting et en powerlifting? Quand on est débutant, on peut, en faisant un peu de tout, on peut progresser sur tout. Mais plus on avance, plus il va falloir faire des phases où on se spécialise sur l'un ou sur l'autre. Le point commun entre les deux, et surtout de plus en plus dans les compétitions modernes de streetlifting, c'est qu'il y a du squat dans les deux. Avant, on ne voyait pas tellement de squat, mais maintenant en streetlifting, il y a de plus en plus de squat avec des règles assez semblables aux règles du power. Donc, 3 lifts de streetlifting, 3 lifts de power, mais le lift en commun, c'est le squat. Donc, si vous avez un bon squat, euh, vous vous mettez dans une bonne position pour performer dans les deux disciplines à la fois. Donc, comme l'a dit Alexandre, le squat, ça va être important de vraiment le monter beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup, parce que Il ça va aura- améliorer vos performances dans les deux disciplines. Ensuite, il y a un assez bon transfert des dips vers le bench. Donc là, comme on l'a vu avec Gwendal, malgré qu'il soit monstrueusement fort en poussée, euh, donc au niveau de sa morphologie, et je sais pas, c'est une force de la nature en poussée, hein. Aussi en NSL push-up particulièrement. Il a mis, je crois, une série de 22 reps, très robuste,
Ouais. en freestanding, bien sûr. Euh, il avait, euh, il avait des bons dips et ça s'est transféré très bien sur son bench. Et ça arrive souvent que des athlètes de weightlifting qui débarquent sur du bench et directement des bonnes performances. Donc, grosso modo, si vous avez déjà un bon dips, vous allez rapidement monter votre bench correctement, le temps que vous améliorez votre technique. Et de la même manière, si vous faites un Inversement. cycle où est-ce que vous vous concentrez un petit peu plus sur votre bench, avoir uniquement 1 à 2 jours de dips assez léger, enfin léger en termes d'intensité relative, ça va vous faire maintenir extrêmement bien vos dips. Donc, pour résumer, votre squat, il faut le monter parce que ça vous permet de progresser dans les deux disciplines. Être bon en dips, ça va déjà, d'office, diraient les Belges, vous rendre correct, décent sur le bench press. Et il suffira de faire quelques semaines de travail technique sur le bench press pour qu'il monte rapidement sur le court terme. Ensuite, comme l'a dit également Alexandre, le deadlift. Souvent, les bons tractionneurs ont naturellement un deadlift correct, mais c'est le bas du dos et les jambes qui sont faibles dans leur cas, le plus souvent. Et pour le coup, être bon en squat, ça va vous apporter ce qui vous manque pour devenir bon en deadlift. Donc, être bon en traction et être bon en squat, ça va vous mettre dans une bonne posture pour progresser bien en deadlift. Ensuite, pour ce qu'on peut combiner l'un et l'autre, quand vous êtes débutant, ouais, quand vous êtes avancé, moins, et il va falloir vraiment mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre, selon quelle sera votre prochaine compétition sur le court terme. Ouais, Donc, ouais. vous ne serez pas en mesure de faire monter vos 5 lifts à la fois. C'est une erreur de vouloir mettre un volume équivalent sur tout, même si c'est un volume modéré, hein, parce que vous n'aurez pas. Enfin, vous allez progresser très lentement dans tout, voire pas du tout progresser dans tout. Ça va être frustrant, même si vous pensez que vous avez un programme équilibré, programme complet. Non, il vous faut un certain volume sur un ou plusieurs lifts donnés pour les faire progresser à la fois. Dites-vous bien que les powerlifters d'un bon niveau ne peuvent même pas faire progresser leurs 3 lifts à la fois. Ouais, ouais, même Alors ça, vous, c'est. les streetlifters, vous n'allez pas pouvoir faire progresser vos 5, voire 6 lifts à la fois. Alors 5, c'est si on inclut les 3 lifts de power plus dips et traction, et 6 si on inclut les 3 lifts de power, dips, traction et muscle-up. Vous n'allez pas pouvoir faire progresser vos 5 ou 6 lifts à la fois. Il y aura un petit transfert de vos dips vers le bench, il y aura un petit transfert de vos tractions et d'autres squats sur le dead, mais bon, ça sera plutôt dans les premières phases lorsque vous débuterez tout juste le power. Mais ensuite, il va vraiment falloir mettre l'accent soit sur le power, soit sur le lifting. Et il faut qu'on voit clairement ça dans notre programme en termes d'allocation du volume. Donc, je recommande d'avoir un focus de 2 tiers, 1 tiers, ou même 3 quarts, 1 quart sur une discipline ou l'autre, selon quels sont les objectifs du cycle d'entraînement que vous suivez. Donc, en termes de volume, également en termes d'intensité relative, donc aller sur des RPE un peu plus bas pour vos exercices de streetlifting. Si jamais votre compétition la plus proche, ça sera du powerlifting. Et inversement, il faut aussi que ça se voit au niveau de votre ordre des exercices et placement des jours dans la semaine. Donc, si vous vous concentrez plutôt sur votre powerlifting, il faut que vos séances commencent par des exercices de powerlifting et qu'ensuite viennent vos exercices accessoires ou vos exercices de streetlifting. Et également, en termes de placement des jours de la semaine, plutôt mettre les séances orientées powerlifting les lendemains d'un jour de repos et au contraire, les séances streetlifting, si vous vous concentrez sur votre power, ça posera un peu moins de soucis de les mettre le lendemain d'un autre jour d'entraînement, sachant que de toute façon, il y aura moins de volume et moins d'intensité relative sur votre streetlifting si vous vous concentrez sur votre power. Euh, voilà, je crois que c'est un peu tout. C'est un peu tout ce qui me vient en tête. Ce qu'il faut retenir, c'est ne cherchez pas à progresser sur les deux à la fois en même temps, à moins que vous soyez vraiment débutant. Et même si on a envie de progresser sur tout à la fois, on a envie de progresser à la fois sur le power, et sur le streetlifting, et sur les handstand, et sur la souplesse, et les skills. C'est une erreur de débutant qu'on a tous fait, Alexandre et moi, je pense, de vouloir progresser sur tout à la fois. Ça marche pas. Hein. Soyez pas bêtes. Et chaque quantité de progrès est bonne à prendre. Euh,
vous n'avez pas progressé ou pas bien progressé si vous voulez tout faire à la fois. Mettez l'accent sur une chose ou sur l'autre et soyez satisfait de voir que vous réussissez à maintenir vos performances de lifting pendant que vous progressez réellement, que vous avez vraiment des résultats concrets sur votre power et inversement. Ça, c'est déjà une victoire de progresser. Ouais, bien dit. Bah ouais, comme tu l'as dit, vraiment, faut essayer de. Après, moi, je voulais dire aussi, souvent, on se considère débutant ou plus débutant, parfois trop rapidement. Pour moi, on est encore débutant, limite quand on fait 1 an ou 2 de pratique quasiment. Donc, et puis parfois, on est plus débutant dans une discipline parce qu'on vient que de que du power et donc on est débutant sur le street. Donc là, on a clairement de la marge d'adaptation là-dessus. Et inversement, donc là, si vous avez déjà fait du power, ben mettez votre power en maintenance et mettez votre street lifting en mode En mode perf, progress. en mode amélioré, donc vraiment focuser là-dessus. Et inversement, si vous faites du street, ben, mettez-le en stand-by et si vous améliorez votre power, même si vous êtes novice sur, en fait, vous allez faire des novice gains sur votre powerlifting ou sur certains mouvements, donc potentiellement gagner beaucoup de masse musculaire, beaucoup de force sur une partie de votre corps qui n'avait pas été stimulée avant et donc vous allez vraiment progresser là-dessus. Donc là, directement, vous pouvez vraiment limiter vos focus à fond sur une branche pendant que vous maintenez l'autre. Puis ben, vous voyez aussi en fonction des compétitions, donc il y aura peut-être moyen que au final vous aurez peut-être votre routine de compétition sur l'année, vous vous dites tel mois ben, je fais du street lifting, j'ai ma compète de street, puis là peut-être 3 4 mois après j'ai ma compète de power. Donc là il y aura clairement moyen d'agencer tout ça et en mettant street lifting à un moment, puis power à un autre, et ainsi de suite, vous allez pouvoir peut-être progresser au final sur pendant l'année surtout. Et c'est ça qui va faire de vous un athlète polyvalent dans ces deux disciplines. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, ouais, peut-être parler aussi peut-être des interférences. Il y a certains trucs qu'il faudra prendre en compte. Donc, par exemple, les tractions vont beaucoup fatiguer le grip et donc et le deadlift encore plus en fait. Donc, il faudra toujours tenir compte un peu de ces. C'est pour ça que c'est souvent on voit beaucoup de mecs en calisthenics qui utilisent directement des straps, qui ont plus de mal à faire du deadlift après une grosse séance de traction ou même plus tard dans la semaine ou même le lendemain d'une séance deadlift, tu te sens un peu ton grip qui est vite limitant. Donc le grip est un facteur essentiel entre ces deux lifts, donc il faut en tenir compte. Les épaules et les pectoraux ben, pour le bench et les dips. Pour le squat, il n'y a pas de souci du coup. Ah, peut-être un peu la fatigue du deadlift. Mais donc pour le squat, là, vous avez quasiment le champ libre. Donc là, c'est juste devenez une brute en squat. C'est peut-être la conclusion. Et ben voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions et de la routine pour le Calisthenics and Podcast épisode 13. Donc, encore 2-3. J'espère qu'on a été encore assez utile pour votre entraînement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. On vous dit salut les gars. À bientôt.